hanno sempre combattuto. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT, les RCFM, et permettez-moi au nom de tous ceux qui participent à la réalisation de cette émission chaque semaine de vous souhaiter un pace e salute per l'anno nuovo. Une année qui a commencé avec une actualité intense, dramatique pour les villages de Tiadra, Sant'Andrea di Ogudone et Cervione, victimes d'un ouragan de feu qui a causé tant de dégâts et qui interroge sur les politiques à mettre en œuvre immédiatement. Intense actualité également sur le plan politique où dès l'intronisation des responsables de la collectivité de Corse, les contacts ont été immédiatement pris avec le gouvernement. Alors pour évoquer ces thèmes et bien d'autres, nous recevons aujourd'hui le député nationaliste Jean-Félix Accoy. Jean-Félix Accoy, bonsoir. Bonsoir. Salut à Boy. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour vous interroger, mes deux fidèles confrères que je salue également, Roger Frantèche de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors je le disais il y a un instant, l'actualité a été dramatique pour ces villages du Campolor. C'est la première fois quand même qu'on voit un incendie traverser un village, brûler des maisons au centre de celui-ci. Alors les moyens de lutte sont impuissants face à de tels phénomènes qui risquent malheureusement de se reproduire. Vous êtes allé sur place, il n'y a pas eu de problème, pas de polémique en tout cas cette fois-ci sur les secours, mais on s'interroge quand même sur la politique à mettre en œuvre pour les années à venir. Quelle peut être la réponse à ces évolutions climatiques ? Et la réponse est à la fois de court terme. C'est évident qu'il faut renforcer et qualifier encore mieux les moyens de lutte en aval, parce que de toute façon, il y a des épisodes de court terme qui se poseront encore. Et puis, elles deviennent aussi une question à résoudre sur le long terme. Il faut prendre à bras le corps la question de la prévention, de l'aménagement du territoire, de l'accès au foncier pour permettre cette politique de prévention. Et c'est ce à quoi on va s'atteler avec le président exécutif, parce qu'évidemment, on ne pourra pas faire l'économie d'une véritable politique en la matière. Et puis le troisième niveau, c'est il faut réinsérer la vie. On touche à la question fondamentale de la revitalisation de l'intérieur. Lorsque l'intérieur est abandonné, il est évident qu'on arrive à ce genre de phénomène. Mais là, on est dans les incantations. Le développement de l'intérieur, ça fait des décennies que l'on en parle. Les pouvoirs changent, mais rien ne bouge, malgré les comités de massif, malgré le statut île-montagne. Est-ce que c'est possible de développer l'intérieur aujourd'hui ou est-ce qu'il faut faire un constat d'impuissance finalement ? Non, je crois que c'est possible. Simplement, on a cumulé les contraintes, on a cumulé les retards. Le comité de massif a fait naître un schéma de massif de 182 millions d'euros qui a été adopté uniquement l'an dernier, en février 2017. Mais pour l'instant, ce sont des lignes budgétaires et c'est tout. Non, parce que les premières actions ont commencé à être financées dès novembre. Il y a des réhabilitations de bergeries, il y a l'électrification du site de Bavé, il y a le financement des abattoirs qui sont déjà partis avant l'élection. L'élection a fait qu'il y a eu une période de réserve et qu'il fallait s'arrêter. Malheureusement, les élections, ça fait arrêter le temps de mise en œuvre des choses. Mais le comité de massif a continué sa route avec la mise en œuvre de ce premier schéma. Donc je rappelle 182 millions d'euros qui concernent y compris l'aménagement du territoire. D'ailleurs, il y aura des assises de la montagne les 22 et 23 juillet à Bastia, les gars. Donc un travail de fond qui a été initié, qui continue et qui, bien sûr, va se mettre en œuvre. Est-ce que ce sera suffisant pour endiguer cet abandon ? Non, il y a des outils à mettre en place. Nous avons rattrapé le retard en termes de comité de massif et de schéma. Il faut maintenant aller plus loin. Plus loin, c'est amplifier par rapport aux enjeux climatiques, puisque aujourd'hui, nous sommes confrontés à des enjeux climatiques qui deviennent structurels, les inondations, les incendies. Donc il y a la question de la sécheresse aussi. Donc une vraie politique d'investissement qui n'a pas été faite les 30 dernières années dans l'eau. On en parle aujourd'hui. Malheureusement, là aussi, il faut prendre à bras le corps le problème parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation rationnelle auparavant. Donc il faut s'y atteler de manière plus forte en priorité aujourd'hui. Et puis, bien entendu, il y a l'installation des entreprises et des hommes et leur formation, puisque si on aménage grâce à des schémas, et le schéma de massif est là pour aménager, rattraper les retards en réseau, en infrastructure, il faut aussi une politique de formation et une politique d'aide à l'installation beaucoup plus simplifiée qui permettent justement d'arriver à un cercle vertueux. La FDSEA de Haute-Corse demande des mesures urgentes et en particulier la mise en place d'une déclaration d'intérêt général de la préfecture qui permettrait d'intervenir sur le terrain en friche, quel que soit le propriétaire. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus du propriétaire. Est-ce que c'est une mesure qui vous semble possible ? Je crois souhaitable. Aujourd'hui, il est évident qu'il faut respecter le droit à la propriété. Maintenant, il y a un autre constat, c'est que les terrains sont très très indivis et que le droit à la propriété implique aussi des devoirs. Et donc, il faut effectivement avoir une politique de responsabilisation. Tous les moyens administratifs et de simplification qui permettent en État notamment d'individus très forts, et c'est le cas dans l'intérieur de la Corse,
il faut être clair. Il y a des terrains où il y a 40 ou 50 en moyenne indivisaires. On puisse intervenir après sollicitation des propriétaires. Sinon réponse, il faut pouvoir agir. Mais on sait donc en la matière... Souvenons-nous d'une affaire Assis qui n'était pas du tout sur les incendies, mais qui était l'agence foncière pastorale. La difficulté simplement à mettre en œuvre la mise à disposition de terrain pour des agriculteurs. On est loin de l'efficience des outils. Hein. Pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, effectivement, mais les AFP, les associations foncières pastorales, ce sont des outils qui ont été pris à bras-le-corps, notamment par l'actuelle majorité territoriale, tout simplement en situation telle qu'elle est aujourd'hui d'individus fonciers très forts. C'est-à-dire, on s'est dit, pour avancer, il faut commencer par des AFP. Ce n'est pas la panacée, mais les AFP permettent au moins d'avancer sur le regroupement foncier et permettent, là où c'est possible, d'améliorer les choses. Ceci étant, les AFP, j'ai créé en tant que maire une AFP à l'autre. Le processus de constitution est trop lourd, il faut réformer, donc on pourrait faire des adaptations réglementaires. On pourra revenir au sujet de l'autonomie sur ces questions-là, parce qu'il faut aller plus vite sur ce genre d'outils et avoir des garanties aussi d'utilisation du foncier qui soient beaucoup plus simplifiées. La simplification administrative de ces outils, par exemple, est vraiment une nécessité, parce que c'est vrai que des fois, ce sont des usines à gaz. Ce sont des outils qui permettent d'améliorer les choses, mais ça ne suffit pas. Donc il faudra évidemment mettre sur la table l'ensemble, y compris des autres outils ou des autres procédures qui permettent aujourd'hui à la fois de préserver le droit à la propriété lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il se manifeste, lorsque le propriétaire se manifeste, mais lorsque le propriétaire ne se manifeste pas et que l'intérêt général est en jeu, il faut trouver les voies moyens. Est-ce que ça, c'est du ressort de la loi de la République ou des compétences de la collectivité de Corse? C'est du ressort de la loi aujourd'hui. Il y a des procédures qui permettent on n'est pas arrivé à 100 mètres. Non. Et puis ensuite, il y a effectivement, dans le domaine du transfert de responsabilité, à ce que dans les demandes faites par la collectivité pour l'autonomie, sur ce genre de questions, il y a des demandes précises. Pour pallier la carence des privés, des particuliers, concernant le débroussaillement aussi, il faut de l'argent, ça coûte très cher. Joselyne Faz, la maire de Rennes, nous disait l'autre jour que pour sa commune, ça coûterait à peu près 100 000 euros par an. Où trouver les moyens? Est-ce qu'il faut créer une nouvelle ressource? Je crois peut-être aussi qu'il faut se tourner... Alors, il y a la question des ressources, elle est posée, bien entendu, de la meilleure allocation des ressources et des priorités budgétaires. Donc là, la collectivité, dans une politique de prévention et d'aménagement, devra s'interroger. Et en tant que président du comité de massif, en relation avec l'exécutif, nous nous interrogerons. Mais il y a aussi d'autres modèles à inventer. Aujourd'hui, j'ai vu Laurent Grand-Guillaume qui s'occupe du territoire zéro chômeur, on en parlera par la suite certainement. Il parlait de modèles par ailleurs qui sont utilisés sur le continent où les propriétaires acceptent qu'on puisse débroussailler leur terrain, mais le bois est utilisé dans un cercle vertueux d'utilisation de bois énergie, par exemple, par des structures. Donc on peut trouver des modèles économiques qui permettent d'éviter le budget public. En cas, la coercition, visiblement, ne marche pas, puisque quasiment personne n'effectue ce débroussaillage. C'est un constat froid qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. Alors, on en vient à la relation avec l'État. Vous-même, à l'occasion de la visite de Mme Gouraud, tout comme le président de l'exécutif ou de l'Assemblée de Corse, se sont réjouis plutôt de cette visite. Vous-même, vous avez parlé d'un changement d'attitude par rapport à ce que vous avez connu depuis 6 mois à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas parlé un peu trop vite, non? Mais écoutez, nous avons été francs et sincères. Nous avons entendu des déclarations publiques de la ministre qui nous a dit clairement qu'il y aurait réforme de la Constitution et que c'était le président de la République qui lui demandait de parler de cela. Qui nous a dit à la question qui était la nôtre est-ce qu'on allait créer une usine à gaz ou est-ce qu'on allait avoir des transferts directs de compétences, qu'on allait plutôt aller vers la clarification. Et que même s'il y avait des lignes rouges sur la co-officialité et le foncier, ce sont des sujets sur lesquels on pouvait discuter et avancer pour trouver des curseurs et des points d'équilibre. Bon. Donc nous sommes sortis en disant qu'il y avait un changement dans la forme et qu'il y avait une fenêtre. La fenêtre, c'est justement de penser que la Corse pouvait être citée dans la réforme de la Constitution. Et c'est vrai que depuis 40 ans, c'est la première fois qu'on entend qu'une réforme de la Constitution peut toucher la Corse. Ceci étant, nous ne sommes pas dupes. Nous entendons aussi les propos de Mme Gouraud récents. Et il est évident qu'ils sont bien en deçà de ce qui nous a été dit en préfecture, bien en deçà. Donc aujourd'hui... Pourquoi ce changement de la part de la ministre, d'une semaine sur l'autre? Je crois que... On rappelle que jeudi, à l'émission Question d'info, elle a dit pas de peuple corse, pas de co-officialité, pas de statut de résident, l'inscription dans la Constitution, on verra. Pour l'instant, on n'en sait rien. Quant au pouvoir législatif et à l'autonomie fiscale, alors c'est carrément une plaisanterie pour elle. C'est du rétropédalage ou pas? Je crois tout simplement qu'il y a à la fois une méconnaissance des sujets, très claire. Il y a un voyage à vue, par exemple, qui est fait par le gouvernement et par le président de la République, où il n'y a certainement pas des idées arrêtées en la matière. Et il est évident qu'il y a aussi une crispation jacobine, parce que ce gouvernement, jusqu'à ce jour, vis-à-vis de la Corse, mais même vis-à-vis d'autres territoires, se voulait dans le discours girondin, mais dans ses principales décisions, taxes d'habitation et autres, a été très directif, du haut vers le bas. Donc un comportement très jacobin et très centraliste. Donc, mais malgré tout, il y a une gêne, on le voit très bien dans la visite de Mme Gouraud et dans ses suites, puisqu'ils sont obligés de prendre en compte un fait démocratique incontestable.
posées par les Corses. Donc nous verrons bien dans les semaines à venir, notamment lors de la venue du président de la République, nous ne sommes pas dupes, nous sommes là justement pour défendre ce pourquoi les Corses nous ont élus, c'est-à-dire l'intérêt du peuple corse, un vrai pouvoir législatif. Les Corses se sont clairement déterminés pour une autonomie de la Corse lors du scrutin territorial. La campagne, d'ailleurs, a fait l'objet de beaucoup de débats là-dessus, entre ceux qui disaient qu'il fallait pause institutionnelle ou ceux qui disaient l'autonomie permettra d'avancer. Et c'est bien ce choix-là qui a été validé par les Corses. Donc aujourd'hui, il va bien falloir rentrer dans le cœur du sujet de manière un peu plus sérieuse, effectivement. C'est quand même dans l'approche du gouvernement qui est particulière. Il y a une manière d'instaurer le dialogue. Je voudrais vous faire entendre quand même un extrait de la conférence de presse de Mme Gouraud à la préfecture de Corse. Il y a les interdits, vous savez, c'est comme quand on éduque un enfant. Hein. Il faut faire de la pédagogie. On ne commence pas par lui dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. Eh bien, quand on s'adresse aussi à l'ensemble d'un corps social, et notamment les Corses, on commence par leur dire que le gouvernement est là pour les accompagner, pour les aider à trouver des solutions dans leur vie quotidienne, à répondre à leurs problèmes. Et ensuite, on leur dit mais ça, non, on ne peut pas. Alors, les Corses sont des enfants qu'on prend par la main, à qui on explique les choses parce qu'ils ont du mal à comprendre. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de maladresse dans le propos de Mme Gouraud, un peu de condescendance certainement, et cette condescendance, nous l'avons rencontrée, nous, à l'Assemblée nationale, et y compris lors des rencontres avec le gouvernement. Donc aujourd'hui, tout ce qui est en jeu est de démontrer que les Corses savent ce qu'ils veulent, la représentation de la Corse sait ce qu'elle veut, y compris de manière très technique liée aux principes politiques, et il faudra bien que la principale personne, celle qui doit donner le cap, s'exprime. Nous pensons que ce qui compte, ce sera le propos du président de la République. On ne sait pas aujourd'hui quel sera véritablement son propos. Il y a certainement beaucoup d'interrogations de ce côté. Toutes ces prises de position, oui. Pas seulement de Mme Gouraud, quand on entend Benjamin Griveaux également. Bien entendu, mais vous avez, dans une situation similaire, vous avez un gouvernement qui se veut du dégagisme, où il y a d'ailleurs beaucoup de tendances différentes concernant ce genre de questions, l'appréhension de ce genre de questions. Vous avez des jacobins très jacobins et qui le resteront, très ancrés sur l'unicité de la République, puis vous avez d'autres beaucoup plus pragmatiques. Donc nous verrons de qui des deux tendances l'emportera face à une réalité démocratique. Sur l'un des points majeurs qui était ressorti de la visite de Mme Gouraud, notamment la révision de la Constitution, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des indications plus précises sur la place que la Corse pourrait prendre dans cette révision qui va être d'actualité dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, puisque le projet devrait être présenté? Nous n'avons aucune précision à ce stade. Peut-être que la rencontre du 22 janvier entre le Premier ministre et le président exécutif, le président de l'Assemblée, donnera plus de détails. Il est évident que le calendrier va s'accélérer, puisque si on parle d'une réforme de la Constitution validée à Versailles, en mode congrès, avant la fin de la session, c'est-à-dire avant juillet, ça suppose que dès début février, il y ait déjà des textes qui circulent vis-à-vis de la représentation parlementaire. Donc on est vraiment dans un calendrier resserré. Et il est évident qu'en ce qui nous concerne, côté Corse, nous allons nous préparer à faire des propositions rapides concernant ce premier stade de la réforme de la Constitution. Pour vous, la mention de la Corse, ça rentrait dans trop de détails, elle se trouve à quel article? 72 ou 73 ou 74, qui est la forme la plus aboutie d'autonomie pour un territoire dans la République? Écoutez, je me rappelle de M. Castaner qui disait que l'autonomie n'existait pas en droit constitutionnel. L'autonomie existe pour la Polynésie française, pour Saint-Barthélemy, d'ailleurs de manière explicite, notamment depuis la dernière réforme de la Constitution de 2010. On parle de statut d'autonomie pour la Polynésie française, et c'est bien sûr l'article 74 qui est l'article le mieux à même de prendre en compte l'ensemble des problématiques posées par la Corse. Qui est celui des territoires d'outre-mer. Qui est celui des territoires d'outre-mer. Et des îles, si on élargit le spectre de la question de l'article 74. Maintenant, nous allons être pragmatiques. Ce qui compte, c'est que article 72, 73, 74, il faut que la Corse soit citée de manière explicite. Il faut que la rédaction de l'article permette de renvoyer une loi organique qui traite l'ensemble des questions posées par les Corses, que ce soit bien sûr le pouvoir législatif et réglementaire de plein droit, que ce soit bien sûr la question du foncier, de la langue et de la fiscalité. Ceci semble écarté pour l'instant par le gouvernement, enfin jusqu'à cette semaine. Peut-être que c'est écarté pour l'instant, mais il y aura un principe de mobilisation, un principe de réalité démocratique, et un principe d'argumentaire aussi qui est le nôtre. Dans le foncier, on ne peut pas se laisser aller quand même à avoir une réforme de la Constitution qui pourrait résoudre le problème, alors que les Corses sont en situation de rupture d'égalité face à l'accès au foncier et au logement. Donc notre question, ça sera à la fois de nous mobiliser, de créer des solidarités aussi par ailleurs, notamment politiques. Je rappelle quand même que l'Association des régions de France est montée au créneau sur le pouvoir législatif de manière très claire,
en soutenant la Corse. Donc il y a quand même des mouvements de ligne et des solidarités nouvelles qui se font jour. Et il faudra que techniquement et en mobilisation populaire, nous soyons présents. Alors, vous êtes parlementaire depuis 6 mois, vous êtes donc au contact de vos collègues députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une perception différente de la classe politique française vis-à-vis de la Corse et ses problématiques et ses évolutions institutionnelles ? Et il y a des lignes qui bougent, effectivement. Confère bien entendu le propos de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Confère aussi les différentes prises de position de certains députés à l'Assemblée nationale lors de débats techniques, mais quand même révélateurs sur l'écotaxe camping-car. On a eu des soutiens, que ce soit du point de vue de certains élus du MoDem, certains élus de partis communistes, ou même au sein de la République En Marche, qui se sont élevés. Donc il y a des mouvements de ligne, et il y a évidemment des députés... Est-ce que c'est majoritaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une... On ne peut pas dire que c'est majoritaire dans la mesure où vous avez devant vous, à l'heure qu'il est, ça peut changer, une majorité qui est quand même très liée à l'exécutif. Aujourd'hui, la République En Marche, c'est un groupe qui ne fait pas beaucoup d'amendements, contrairement à d'autres majorités de droite, lorsqu'il y avait par exemple Nicolas Sarkozy, où il y avait quand même une autonomie du groupe. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un groupe qui est très lié à ce que dit l'exécutif. Mais ça ne pourra pas rester en l'état. Mais néanmoins, parce que c'est pas simplement un fait majoritaire qu'il faut, là. C'est un fait au 3/5e majoritaire pour faire adopter une révision de la Corse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des contacts avec la République En Marche, avec les Républicains, à l'Assemblée, y compris même au Sénat, où il va falloir aller faire du lobbying, si je puis m'exprimer ainsi. Bien, notre travail, c'est bien entendu de faire du lobbying, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et nous faisons cela. En dehors des sessions parlementaires, nous avons des contacts, je vous le confirme, dans tous les groupes, y compris dans la République En Marche, évidemment, de députés qui sont enracinés, mais y compris de responsables politiques. Nous avons des contacts au Sénat, et nous faisons tout pour faire travailler je dirais, la question corse dans le sens d'une solution politique globale. Nous avons une écoute pour certains des interlocuteurs qui sont les nôtres. Donc les lignes commencent à bouger, mais ceci étant, ce sont des tendances qui s'affrontent, je le répète. Ça suppose une forte mobilisation d'autre part, ça suppose de continuer ce travail de fond. On voit bien l'utilité d'être représenté à Paris, puisque on fait bouger les lignes par des discussions et des dialogues et des contenus. On fait aussi abattre des défiances et des méfiances, et des a priori et des images. Pour l'instant, les épinales. propositions sont rejetées. Je crois que la taxe camping-car a été rejetée. Pour l'instant, oui, même s'il y a eu quand même des mouvements notables. Lorsque l'écotaxe camping-car est adopté en commission des finances, Mais elle est rejetée. elle est refusée par le gouvernement en séance. Mais il y a eu quand même une adoption en commission des finances. Ça a été le cas aussi pour d'autres sujets. Par exemple, pour le fonds d'aménagement du territoire montagne, nous avons eu l'avis du chargé de mission de la commission des finances favorable et rejeté par le gouvernement. On a eu quand même des députés qui se sont Mais comment vous expliquez manifestés pour. ce changement, cette obstruction systématique sur des dossiers qui sont certes importants, mais ça remet en rien l'unité de la République, c'est pas un problème politique fondamental. Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage systématique? Je crois qu'on est pour l'instant face à une gouvernance qui est très directive, je le répète, du haut vers le bas, avec un pouvoir parlementaire ou une majorité parlementaire qui est très liée à l'exécutif, je le répète, une volonté d'aller vite sur beaucoup de sujets. Et donc effectivement, ne se sont pas posées les questions liées à la Corse assez rapidement, malgré nos sollicitations. Il y a une méconnaissance. Aujourd'hui, il y a une méconnaissance, il n'y a pas de position arrêtée. Et il y a des crispations jacobines, c'est vrai. Donc c'est à nous de nous mobiliser. L'écotaxe, c'est quand même pas quelque chose... Bien entendu, c'est même la démonstration qu'il faut l'autonomie. Ce sont même des sujets qui n'ont même pas à être discutés pour parler clairement dans une Assemblée nationale. Pour revenir un instant au propos de Jacqueline Gouraud, c'est important aussi, vous diriez que c'est une maladresse quand en Corse, parlant de la question du foncier, elle dit qu'il faudrait peut-être aménager la loi littorale pour libérer des terres à construire? Je crois qu'elle le dit de manière un peu trop générique. Et donc effectivement, il faut donner des contenus lorsqu'on dit des choses. Il ne faut pas jeter en pâture ce genre de propos, sachant l'histoire qui est la nôtre et sachant les dangers qui existent. Maintenant, il est clair que lorsqu'il s'agit d'aménager l'urbanisme pour le développement de l'intérieur et pour la question de la constructibilité dans les hameaux de village, j'ai été maire de l'intérieur, je sais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans une vision des fois un peu trop interprétative de l'administration déconcentrée sur la constructibilité. Je ne sais pas si elle pensait à l'intérieur quand elle a dit ça. Non, mais j'ai vu les pressions du préfet. Les précisions du préfet, oui, une semaine après. Donc tout est, évidemment, tout est dans le détail du contenu. Ceci étant, et pour nous, vous connaissez notre position, il est hors de question d'ouvrir la boîte de Pandore concernant la spéculation. Non, parce que Gilles Simeone aussi, en tant que président de l'exécutif, en octobre, à l'Assemblée de Corse, avait tenu des propos quasi similaires en répondant à une question de Jean Biancouch. Disant qu'on ne pouvait pas écarter l'éventualité d'aménager, de retoucher la loi littorale. Parce qu'il y a des cas particuliers qui ne sont pas liés à la spéculation immobilière, qui nécessitent adaptation, tout simplement. Lorsqu'on rentre dans le sujet
On regarde par exemple le PADUC. Dans le PADUC, il y a eu des grands principes, des espaces stratégiques agricoles figés, c'est une bonne chose. Et puis il y a un toilettage à faire du PADUC, où il y a des zones qui n'auraient pas dû être classées comme inconstructibles. Au milieu des hameaux, par exemple, j'ai vu le cas à Francardo un jour d'un terrain encerclé de maisons qui est espace stratégique agricole où le propriétaire ne pouvait pas construire. Il est évident qu'il y a des anomalies liées à un toilettage. Ça, c'est prévu par le texte. Donc ça, il y a des adaptations. Puis après, il y a des questions liées au croisement des lois littorales et montagne pour des territoires qui, à mon sens, concernent plus le développement de l'intérieur que le développement du littoral. Donc là, on est plutôt sur un contenu à affiner. Il ne faut pas rechigner à avoir la compétence en urbanisme parce qu'il n'y a pas de raison que la collectivité de Corse demain soit moins idiote ou moins à même de défendre l'intérêt de la Corse que ne l'a fait l'État jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est la question du transfert de responsabilité. Je pense même qu'il faut clarifier les choses. Il faut même peut-être même que l'administration déconcentrée devienne administration territoriale pour qu'il y ait une cohérence entre PADUC, PLU et mise en œuvre par une collectivité de Corse une administration de mission au service de cet aménagement, parce que lorsqu'on a 3 larrons, PADUC fait par la CTC, les communes et les intercos et une administration déconcentrée, on arrive à des usines à gaz, ce qu'il ne faut pas lorsqu'il faut développer la Corse. Un mot sur votre rôle de parlementaire. On n'avait quand même pas l'habitude ces dernières années de voir les députés corses présents comme ça dans les commissions ou alors en séance publique avec des questions orales ou alors de façon pas très régulière en tout cas. Comment est-ce que vous travaillez? C'est uniquement un travail de lobbying que vous faites à Paris? Non, mais il y a bien évidemment un travail de fond sur les amendements, sur les projets de loi. Donc là, on mutualise les moyens entre les 3 députés que nous sommes et que nous assistons. Il n'y a pas que la Corse, les projets de loi. Il y a nos projets de loi concernant la Corse. Vous dites les 3 députés nationalistes. Les 3 députés nationalistes, bien entendu. On agit en mini-groupe, on mutualise les moyens humains. Nous avons des transversales et des rapports avec d'autres députés sur des projets de loi où on a signé, par exemple, une proposition de loi sur le 5 mai, bien entendu, qui a été proposée par Michel Castel, mais même d'autres propositions de loi qui, des fois, s'arrêtent au milieu du gué au bureau de l'Assemblée nationale, mais nous créons en solidarité sur les propositions de loi. Et puis, bien entendu, nous intervenons sur d'autres sujets que la Corse. On a même pu intervenir sur le projet de loi sur les Jeux Olympiques, sur le fait que les patrimoines naturels et culturels pouvaient être entachés par la publicité, par exemple. Donc, nous avons des interventions qui vont au-delà de la Corse pour démontrer que nous avons aussi une vision du monde, justement, une vision d'un certain nombre de sujets. Dans vos interventions, vous vous sentez davantage comme un représentant de la nation française ou de la nation corse? Vous savez très bien qu'en ce qui nous concerne, nous serons toujours des représentants de la Corse, du peuple corse et de la nation corse, quel que soit le lieu. Nous avons été élus clairement sur un projet qui prévoit la reconnaissance du peuple corse, la reconnaissance de la langue, la défense de sa terre. Et on peut dire qu'on est même, parmi les députés, ceux qui sont le plus directement liés à notre territoire, à notre communauté. Alors, auparavant, les députés corses agissaient de concert, en général, sur les projets concernant la Corse. Là, on a l'impression que Jean-Jacques Ferrara est à part. Mais écoutez, en ce qui nous concerne, Jean-Jacques Ferrara, nous allons nous rencontrer, nous avons prévu de nous voir. Après Jean-Jacques Ferrara, qui est quelqu'un... Vous l'avez mis de côté? Pas du tout, non. Jean-Jacques Ferrara a un travail... Il serait temps, 6 mois après, que vous rencontriez. Hein. Bien entendu. Mais il a un travail où il est missionné par rapport au budget de l'armée de l'air, donc il a un travail qui lui est propre sur ces questions-là. Il est aussi dépendant de sa logique de groupe, les Républicains, donc, où il faut dire que les Républicains ne sont pas souvent allés pour l'instant dans le sens de la Corse, notamment à travers de quelques colibets sur la question de Paul-André Colombagne, mais aussi sur des sujets comme l'écotaxe camping-car. Donc il y a quand même une clarification politique sur un certain nombre de sujets à avoir avant de travailler ensemble. Nous avons privilégié pour l'instant une cohésion politique, un affichage nouveau de la représentation de la Corse à l'Assemblée nationale. Ça commence à porter ses fruits. C'est un travail aussi de fond, de moyen et de long terme. Ce n'est pas simplement qu'un affichage en termes de communication. Et nous pensons que nous aurons un rôle important à jouer, en lien avec, bien sûr, la majorité territoriale, l'exécutif, l'Assemblée, dans le projet de réforme constitutionnelle, dans son contenu et dans les interventions que nous devrons faire. Vous avez annoncé à plusieurs reprises l'éventualité de la création du groupe parlementaire. Il n'a pas vu le jour. Est-ce que l'idée est définitivement abandonnée pour cette mandature? Non, absolument pas. Elle est d'autant moins abandonnée que, puisqu'il y a justement un fossé qui se creuse entre l'exécutif et les territoires, évidemment, la variable territoriale, la diversité territoriale, la prise en compte des territoires devient un sujet de plus en plus prégnant et les discussions continuent, je vous le confirme, sur la possibilité de faire un groupe. Nous verrons bien, mais il y a des possibilités, effectivement. Vous comptez sur des dissidents d'autres groupes, oui, forcément. Il y a à la fois le socle de départ qui reste entier. Donc, il reste 17 non inscrits, dont 8 du Front National. Et il n'y avait pas que les non inscrits.
Le socle de départ de la discussion de groupe politique est... Oui, non, mais je parle actuellement, il y a 17 non-inscrits, donc il faut que vous preniez des dissidents de notre groupe. Qu'est-ce que vous pouvez récupérer des marcheurs déçus, des socialistes égarés? Vous avez des gens qui étaient sans étiquette et qui ont raccroché un groupe faute de temps de discussion avec nous, des divers droites notamment. Vous avez des gens qui sont en marche, effectivement, qui se disent pourquoi pas, puisque je vois qu'il y a un fossé très fort entre l'exécutif et les questions territoriales, qui doivent rendre compte à leur territoire et qui sont très ancrés dans la logique territoriale. Je pense à des députés alsaciens notamment. Et il y a bien entendu des députés d'autres tendances qui se disent, y compris à gauche, qui se disent, de Nouvelle Gauche notamment, il y a François Coupogne, messieurs, qui est un interlocuteur privilégié, qui se disent pourquoi pas aujourd'hui faire entrer la variable des territoires, des politiques de la ville, des territoires, en lien avec des valeurs démocratiques, au sein de l'hémicycle de manière beaucoup plus forte, sachant que c'est un sujet qui devient central. Ce groupe peut être fait à n'importe quel moment? Il peut être fait à n'importe quel moment, bien entendu. Le moment initial, c'était le moment de constitution du bureau de l'Assemblée nationale et des commissions, mais rien ne nous empêche de le faire à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, il y aura une initiative politique qui sera soumise à la majorité territoriale d'abord de Péragours. C'est celle de faire un colloque politique à Paris, concomitant, au débat sur la réforme constitutionnelle, à l'occasion des 20 ans du fameux colloque qui avait lieu aux Îles-Alandes sur le statut comparé des Îles-Alandes de la Corse, de faire un colloque 20 ans après, sur le contenu d'une réforme constitutionnelle pour les îles, pour les territoires, y compris en faisant un lien avec les territoires d'outre-mer. C'est quelque chose qui est en gestation. Nous avons pris contact avec le CMI, qui était l'organisme qui avait fait ce colloque aux Îles-Alandes il y a 20 ans. On n'imagine pas être en deçà des sujets qui avaient été portés il y a 20 ans. Un colloque à Paris ou en Corse? À Paris, tout simplement pour justement être en lien direct avec la représentation parlementaire, politique, médiatique, et aller au fond du sujet de manière beaucoup plus forte. Alors on parle de la nouvelle mandature après cette élection du mois de décembre. Vous aviez, vous, souhaité à un moment participer à la liste? Vous regrettez qu'on ne vous ait pas retenu? Non, par principe, je ne regrette rien, mais je ne regrette pas d'être à ma place aujourd'hui, celle qui est la mienne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à Paris en lien avec l'Assemblée territoriale de Corse. Il y a beaucoup de choses à faire en Corse dans la mesure où je serai toujours chargé du massif corse. Donc je serai aussi sur le terrain sur la mise en place du schéma d'aménagement et développement de la montagne et toutes les problématiques liées à la traduction du statut d'île-montagne, y compris d'un point de vue fiscal, ce qui veut dire des amendements apportés à l'Assemblée nationale sur les zones fiscales prioritaires de montagne, puisqu'il y a d'autres députés qui portent ces questions-là. Donc beaucoup de travail pour démontrer que nous sommes là pour transformer ce pays et beaucoup de travail pour relayer les questions politiques de l'Assemblée et de l'exécutif, notamment dans la réforme constitutionnelle à venir. Pas de regret, non. Où vous placeriez la priorité, voire l'urgence pour la nouvelle mandature? Je crois qu'il y a deux niveaux, deux piliers. Premier pilier, il y a bien sûr la réforme constitutionnelle. Et dans ce cadre historique-là, dans ce moment historique, être au rendez-vous du contenu, au rendez-vous des solidarités à créer, au rendez-vous des mobilisations. Puis le deuxième niveau, c'est bien sûr continuer à gérer ce pays en n'attendant pas la réforme pour créer du résultat économique et social et culturel. Il y a eu un mouvement de ligne qui s'est opéré durant les 2 ans, y compris avec un début de résultat. Il faut que l'on continue. Aujourd'hui, le résultat de décembre 2017 nous oblige en termes de résultats face aux Corses, et ils auront raison de demander des résultats dans 3 ans. D'autant que pour l'instant, il n'y a pas de traduction sur le terrain. Je pense aux chiffres du chômage. En novembre, la seule région où le chômage a augmenté, c'est la Corse, malgré les centres commerciaux qui embauchent, soi-disant, par centaines. C'est bien entendu, mais ce n'était pas au bout de 2 ans qu'on pouvait transformer la réalité dans ce domaine, mais c'est une priorité, nous sommes d'accord. Par exemple, il y a l'initiative Territoire Zéro Chômeur, j'en ai parlé tout à l'heure, concernant zéro chômeur de longue durée. De longue durée, mais pas simplement. Dans l'expérimentation qui a été posée pour le projet de Laurent Grand-Guillaume, nous allons l'adapter à travers des territoires spécifiques. Nous allons prendre l'initiative d'ailleurs de faire des réunions sur 4 communautés de communes, dont celle Pascal et Baul, du centre Corse, pour justement adapter. J'ai déjà rencontré Laurent Grand-Guillaume à plusieurs reprises, bien sûr en associant, en étant de concert avec la collectivité territoriale, l'ADEC, sur ces questions, pour justement se donner une stratégie adaptée à la spécificité du territoire et pour avoir des résultats en la matière. Donc nous nous mettons en situation de créer les conditions d'un changement. Ensuite, il y a eu quand même d'autres résultats qui ont eu lieu dans d'autres domaines. Mais il n'y a toujours pas le grand projet qui serait fédérateur, qui montrerait un mouvement, un cap, quelque chose qui ferait sens aussi. On a l'impression que vous pensez encore à un travail qui va se faire touche par touche, zéro chômeur, les aides aux entreprises. Voilà. Le grand projet, il n'est pas encore là, quoi. Il ne sera pas de cette mandature-là. Non, je pense qu'il y a le grand projet, il existe, il doit se traduire. C'est pour ça que la question du cheminement est aussi forte que du grand projet de l'affichage. Aujourd'hui,
Vous avez bien entendu des priorités nouvelles liées à l'actualité qui démontrent le retard. Par exemple, on a parlé de l'eau et de la question de l'eau, c'est une question essentielle. Aujourd'hui, le stockage en eau, l'irrigation en eau potable ou agricole devient une priorité en investissement et en maillage. La question de l'énergie sera une priorité, elle est toujours, mais il faudra rapprocher l'objectif de 2050 en termes d'autonomie énergétique. Aujourd'hui, il faut le rapprocher. Donc ça, c'est une priorité. La question de l'aménagement du territoire et de la revitalisation de l'intérieur, c'est une priorité qui était déjà affichée. Elle doit s'accélérer dans le résultat. Donc il y a des priorités quand même, des marqueurs forts de ces mandatures, et qu'il faut traduire aujourd'hui dans les faits. Et le cheminement va faire que ça va se densifier. Et c'est surtout avec l'ensemble de la société corse que ça va se faire, parce que les élus seuls ne pourront pas tout faire. On arrive à la fin de la première partie de cette émission. Nous allons passer maintenant au débat contradictoire, au Gontrabunt, avec votre opposant aujourd'hui. Il s'agit de François-Xavier Ceccoli, qui est maire de San Giuliano, conseiller territorial, membre de l'opposition de droite à l'Assemblée de Corse. Bonsoir, François-Xavier Ceccoli, et merci de votre participation. Vous avez maintenant 10 minutes pour débattre avec Jean-Félix Acquavive. Merci de m'avoir invité, M. Albertini. Bonjour, Jean-Félix Acquavive. Bonjour. Alors, les nationalistes viennent d'obtenir un succès d'importance en décembre 2017. Vous avez maintenant la majorité absolue à la nouvelle collectivité unique de Corse. Même si on ne peut que profondément regretter la faible participation, la victoire, elle, est incontestable. Elle vous met en capacité d'exercer ses responsabilités d'une manière inédite, puisque majorité absolue, c'est une première. Et on peut estimer, en tout cas c'est ce que je pense, que dans leur grande majorité, les Corses ont jugé que 2 ans, c'était sans doute insuffisant pour établir un bilan. Ils ont voulu vous donner 3 ans de plus et quelque part, c'est la logique de cette élection, je pense, et ça correspond à une volonté de clarté de leur part. Alors, cette victoire, elle vous place néanmoins devant de fortes attentes, vous en conviendrez. Mettre en œuvre une collectivité unique et inédite en France, collectivité qui a été mise en place, de notre avis, dans une urgence que nous avions condamnée à l'époque. Urgence qui n'avait pas été partagée, analyse qui n'avait pas été partagée, puisque vous avez maintenu, avec le gouvernement de l'époque, le gouvernement de M. Hollande, qu'il était absolument nécessaire que cette collectivité nouvelle se mette en place pour le 1er janvier 2018, et surtout que les départements disparaissent au 31 décembre. Alors même si on pouvait comprendre votre demande, pour notre part, nous estimons que le prix à payer a été pour le moins élevé. Cette disparition dans un délai si rapide, pour nous, et on en est aux prémices, entraîne une désorganisation de l'action territoriale que malheureusement nous risquons de voir dans les mois, j'espère simplement les mois qui viennent. Posez votre question. Oui, tout à fait. Non, mais on va y arriver rapidement. Alors j'ai envie de vous dire tout ça pour vous apercevoir que le compte n'y est sans doute pas et qu'une nouvelle fois, il va falloir aller sur une autre évolution. En tout cas, c'est ce que vous demandez. Messieurs les présidents de l'Assemblée et de l'Exécutif ont confirmé leur volonté de relancer un dialogue dans un cycle de discussion avec Paris, vous en avez parlé tout à l'heure, avec des revendications notamment sur la co-officialité et la langue corse et le statut de résident. Pour notre part, nous pensons que les vrais sujets aujourd'hui, ce sont les sujets de la précarité. Je ne vais pas vous rappeler les 20% de personnes sous le seuil de pauvreté. La santé, avec les fameuses zones blanches, on l'a vu dans le journal d'aujourd'hui. L'emploi, les chiffres sont impitoyables. Le chômage baisse partout sauf en Corse. Les incendies, le développement économique. Alors, pour ce qui concerne ces vraies problématiques, quelle est votre feuille de route? Quels sont vos objectifs prioritaires? Et surtout, si j'ose le dire, dans quel délai aurons-nous des résultats concrets et tangibles? Bon, je vous remercie pour ces questions et pour la reconnaissance du fait démocratique. C'est important qu'en démocratie, on reconnaisse les choses de manière très claire pour qu'on puisse savoir dans quel moment on se trouve. Bon, tout d'abord, sur la collectivité unique, je rappelle que notre mandature était quand même celle qui était le plus proche des territoires. Puisque le comité de massif, c'est quand même la reconnaissance que pour nous, l'intérieur c'est quand même 80-90% du territoire corse, n'était pas un hochet, un alibi, mais une politique prioritaire. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité de massif qui, déjà en son sein, regroupe les comités de communes, qui a mis en place un schéma d'aménagement et de développement de la montagne et qui va aller sur le terrain le traduire. Ça, c'est déjà un premier niveau, un acquis de la mandature précédente qui démontre que nous avions une vision de la collectivité unique. C'est d'ailleurs une vision de collectivité unique qui va être déconcentrée sur les territoires. Je vais prendre un exemple simple. La désorganisation naturelle ou fonctionnelle, sans jeter la pierre à quiconque, lorsqu'on a des épisodes neigeux très importants, que vous avez des routes départementales, des routes territoriales, que vous n'avez pas de service unifié d'intervention, il y a des problèmes d'assurance. Et par exemple, lorsqu'on doit mutualiser les moyens, c'est aussi bête que cela, les employés de la collectivité territoriale ne pouvaient pas aller sur la route départementale déneigée lorsqu'ils en avaient les moyens.
Donc aujourd'hui, une unification des services, ne serait-ce que du point de vue de l'urgence ou de la priorité, la mutualisation des moyens par territoire déconcentré va améliorer l'action au service des territoires, notamment en période de crise. Et ça va améliorer du bien, et notamment dans le court terme, pour les incendies, pour la question du déneigement, pour les questions pratiques auxquelles ont été confrontés les territoires, notamment ruraux, dans l'intérieur. Donc ça, je m'inscris en faux sur le fait qu'on est sur un centralisme ou une distanciation vis-à-vis des territoires. Sur les priorités, nous avons une vision de l'autonomie qui fait que pour nous, l'autonomie, c'est un moyen d'agir plus rapidement pour le développement économique. Durant la mandature précédente, ce que nous auraient reconnu les Corses, c'est d'avoir été pragmatique. Vous savez qu'on a pris à bras le corps la question du transport maritime. C'est-à-dire qu'en fait, le curseur s'est déplacé de Marseille en Corse. Qu'on le veuille ou non, il y a un tournant qui a été pris. Aujourd'hui, on fait 30 à 35 millions d'euros d'économies par an sur l'enveloppe de continuité territoriale qui sont réinvestis dans la commande publique, routière, ferroviaire et dans l'intérieur. Donc on a pris de l'argent qui était gaspillé à Marseille, on l'a investi dans la commande publique, donc c'est quelque part relancer l'activité. Et on a commencé à baisser les tarifs résidents et fret. Par exemple, je ne peux quand même que me satisfaire que nous étions à 58 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export en 2014. Nous sommes aujourd'hui à 100 millions d'euros. Quelque part, la baisse de 54% sur le tarif marchandises a impacté quand même ces tarifs à l'export. On est passé de 40... Une baisse qui existait déjà du temps de M. Paul Jacob. Ici, non, 45 euros le mètre linéaire. Non. Elle s'exprimait avec des centimes au kilo et non pas des mètres linéaires, mais elle existait déjà. 45 euros le mètre linéaire, 45 euros le mètre... Non, c'est pas vrai. 45 mètres euros le mètre linéaire. En 2015, nous sommes passés à 15 euros le mètre linéaire et les systèmes d'aide les systèmes d'aide mis à l'époque n'étaient pas payés, vous le savez très bien. C'est le fameux problème des 12 millions d'euros auxquels nous sommes engagés. Nous. Du dysfonctionnement sous Paul Jacob. Oui, mais c'est nous qui nous sommes engagés à le régler et nous sommes en train de le régler. Et nous maintenant, nous mettons. Le régler, ça veut pas être l'opposition. Ni la gauche ni la droite ne l'a fait et nous le faisons. C'est-à-dire que nous étions sur des systèmes illégaux qui ne fonctionnaient pas. Non seulement on résorbe le passé. Ce système. 12 millions d'euros, je vous remercie de le reconnaître, donc on va continuer. Et la baisse de 45 euros à 15 est effective, et je peux vous garantir qu'en 2019, grâce aux économies des 30 millions d'euros par an, elle va continuer. Et je constate... Pour forte part, vous le savez, sur le carburant, nous verrons ce qu'il adviendra pour les années qui viennent. Je constate qu'on passe de 58 millions d'euros en 2014 à 100 millions d'euros de chiffre à l'export. Ça, ce sont des résultats concrets. En 2 ans. Le transport, on ne sommes pas tout à fait d'accord. Mais pour le reste, pour la santé, ça veut dire que nous avons une vision économique. Ça veut dire que nous avons une vision de la relance de la commande publique. Ça veut dire que nous avons une vision du développement de l'intérieur. On vous entend. Mais il y a des chiffres. Je viens de vous donner des chiffres. Ils sont indiscutables. Et vous ne les avez pas discutés d'ailleurs. Donc sur la question des chartes de la commande publique, nous allons aller dans la critérialisation sociale. Par exemple, y compris dans les DSP maritimes, il y aura des critérisations de liens au système de formation du lycée maritime pour permettre un accès à l'emploi. Je rappelle quand même qu'en termes de CDD, d'ores et déjà, les compagnies maritimes qui se mettent déjà en conformité avec notre nouveau curseur, font qu'il y a 80% d'employés, notamment dans la compagnie qui est la plus importante, de CDD Corse, contrairement par le passé où ils étaient pris à Marseille. Et auquel des évolutions en sous-traitance en emploi vers la Corse, et c'est tant mieux, et nous allons continuer dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va améliorer la commande publique dans le maritime, améliorer la commande publique en termes de critérialisation. Que le chômage ne baisse pas depuis 2 ans, alors qu'il baisse partout en France. Ce n'est pas qu'en 2 ans qu'on peut rattraper un retard de 50 ans, 28 ans de mandature de droite, 28 ans de mandature de droite et 6 ans de gauche. 28 ans de droite. Il y a déjà 7 ans de droite aujourd'hui. Donc maintenant, je pense qu'entre Paul Jacob et vous, maintenant il serait peut-être temps d'arrêter de regarder dans le rétroviseur. Ça fait 2 ans et je viens de vous citer les résultats. Non, vous me citez des incantations, pas des résultats. Si vous me laissez parler, je peux répondre à votre question. Non, peut-être vous voulez faire un monologue, je vous laisse, je m'en vais. Ceci étant, je vais quand même terminer. Je vous ai cité les chiffres à l'export en 3 ans, ils sont quand même indiscutables. La baisse des tarifs est indiscutable. Les économies et la commande publique, c'est indiscutable. Et nous allons continuer. J'ai parlé des territoires zéro chômeur, nous allons prendre à bras le corps avec des résultats territorialisés. J'ai parlé d'amélioration de la formation liée à la commande publique, parce que dans le domaine des cahiers des charges de la commande publique, routier, ferroviaire, etc., nous allons prendre à bras le corps ce problème, parce qu'il s'agit de critériser les choses et de faire en sorte d'un point de vue social et environnemental, qu'il y ait un avantage comparatif pour les entreprises corses en la matière. Donc il y a relance quantitative, il faut qu'elle soit aussi qualitative. Donc dans ce domaine-là, nous avons une vision de gestion de court terme pour avoir de résultats. Ceci étant, sans amélioration du pouvoir législatif direct, qui impacte la fiscalité notamment en termes de statut fiscal et social, de zones fiscales prioritaires pour certains territoires, pour justement que l'équité fiscale soit la règle en situation de cumul de contraintes pour une île, on ne pourra pas créer d'autres résultats puisqu'il y a quand même une contrainte liée à l'insularité qui est énorme. Donc l'autonomie se justifie
amplement comme moyen d'aller au développement économique. Alors écoutez, justement, Très vite. voilà, très rapidement, juste une remarque sur ce point-là. Vous parliez tout à l'heure de globaliser, de mettre des moyens supplémentaires. Moi, je pense malgré tout que quoi qu'on en dise, aujourd'hui, la Haute-Corse est un peu la délaissée ou le délaissé de cette loi que nous vivons, pas de celle que vous allez encore préconiser, puisque le rôle de Bastia, notamment de ce de territoire, ne nous paraît absolument pas clair. Alors, ça, c'est juste une affirmation. Je voudrais revenir 2 secondes sur les incendies. Très très vite, il reste 50 secondes. Ah, très vite. Alors, voilà, écoutez, simplement, on a vu que l'activité de ces incendies a généré et a permis la mise en œuvre de moyens du continent. Les pompiers de Marseille, le Var, la base de Solanzar. Sans ces moyens, vous avez vu que les Canadaires étaient cloués au sol. L'addition, et j'ose le terme, aurait été encore bien plus lourde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec les évolutions que vous préconisez, c'est-à-dire de plus en plus d'autonomie, dans une relation financière qui n'est pas claire avec Paris, et ça je vous l'accorde, c'est-à-dire quelque part on dit plus d'autonomie, on ne demandera pas forcément moyens, est-ce que quelque part ce n'est pas un risque que vous faites courir aux Corses ? 20 secondes pour répondre. Absolument pas, parce que ce n'est pas notre vision de l'économie. Nous sommes très clairs et cohérents en la matière. En ce qui concerne les moyens pour les incendies, nous avons parlé les premiers d'une force européenne et méditerranéenne. D'ailleurs, le ministre nous a corroboré ce discours avec des groupements de coopération et des interventions mutualisées qui peuvent justement doper l'efficacité des choses. Et nous soutenons la demande de nouveaux moyens, puisque j'ai rencontré des responsables des sapeurs-pompiers en la matière, pour faire en sorte que l'on ait des moyens adaptés à notre territoire, ce qui n'est pas forcément le cas des fois. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette seconde partie. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais Tchéco d'y avoir participé. Mes 2 confrères vont maintenant regagner leur place pour le débriefing, un exercice dont il raffole, surtout Patrick qui entamera le premier son analyse. C'est à vous. Alors, reconnaissons tout d'abord à Jean-Félix Acquavive une certaine dose d'énergie. C'est le plus vibrionnant des hommes et des femmes de la Simeonie. Vous êtes partout, par Mons et par Vaux, au sens propre du terme, que ce soit au comité de Massif ou sous les lambris du Palais Bourbon. Vous déployez une belle énergie, vous faites le job, mais vous occupez aussi, je l'ai dit, de développement de l'intérieur. Après, vous êtes occupé des transports, surtout maritimes. Seulement, voilà, Jean-Félix Acquavive, l'énergie ne suffit pas. Et il faut aussi des résultats. Et si l'on prend ces 2 derniers dossiers emblématiques, ce n'est pas le Pérou. Alors, sur le maritime, vous y tenez apparemment beaucoup. On l'a entendu tout à l'heure avec votre contradicteur. Personne n'y comprend plus rien. On a de plus en plus le sentiment que la compagnie régionale claironnée en début de mandature, c'est surtout la Corsica Linea. Et le consortium de patrons insulaires à sa tête, c'est peut-être ça le Reaquisto économique, ou je ne sais pas. Concernant à présent le rural, là aussi des promesses, mais une situation qui n'évolue guère, en tout cas dans le bon sens, c'est plutôt l'inverse. Les récents incendies de la semaine dernière en plaine orientale sont une piqûre de rappel, et ce malgré les dizaines de millions d'euros annoncés dans le cadre du comité de Massif. Alors bien sûr, ça ne fait que 2 ans, mais pour reprendre les mots de Jean-Christophe Angelini, c'était je crois jeudi dernier dans Corse Matin, la période d'apprentissage, de rodage est passée. Désormais, il faut passer aux actes. Et d'ailleurs, c'est une remarque, un constat qui ne vaut pas que pour vous. Roger, ensuite vous répondrez. Moi, j'observais lors de la session inaugurale de l'Assemblée de Corse votre regard depuis la tribune. Et dans ce regard, le regret peut-être de ne plus être de cet hémicycle, de cette arène. Vous avez, en effet, comme le disait Patrick, été un conseiller exécutif actif, énergique, prolixe même, avant de devenir le député d'aujourd'hui. Vous avez dit que le résultat de décembre obligeait cette majorité territoriale nationaliste. On le sent bien, l'attente est forte. Et du reste, cette attente, vous ne pouvez plus l'ignorer. On a lu cette semaine 2 communiqués qui ont pris le contre-pied de l'appréciation que vous aviez eue avec également les membres de l'exécutif de la première visite de Madame Gouraud, Madame Corse, appréciation que vous avez depuis relativisée, on en a parlé tout à l'heure. L'un de ces communiqués venait du Rhino, ce qui n'est pas tellement étonnant. Le ton de celui signé par Fermo à Corsica était davantage étonnant, parce que lui aussi mettait une certaine pression. Cette pression d'ailleurs qui vient aujourd'hui de votre camp. Est-ce que c'est pas le signe qu'effectivement il faut peut-être changer de braquet maintenant dans la conduite des affaires de ce territoire et ne plus se contenter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de gérer la collectivité? Alors Jean-Félix Acquavive, vous pouvez répondre, et notamment sur la compagnie maritime régionale. Sur la compagnie maritime régionale, le seul épisode qui a pu troubler l'opinion, c'était
l'intervention du parquet financier, dont on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de conséquences affichées. J'étais intervenu d'ailleurs dans la presse sur ce domaine-là en disant que c'était une manœuvre politique, et je le confirme. L'enquête se poursuit d'ailleurs. Peut-être, mais je Vous avez été confirme que entendu? juridiquement, non, absolument pas. Juridiquement, nous ne craignons rien, et qu'aujourd'hui, la phase est à la stade de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc technique, qui était prévue dans le calendrier, pour mettre en place les CEMOP, les deux sociétés d'économie mixte à objet prioritaire, et de la SEM, continue, et il y aura des délibérations assemblées qui présenteront et les statuts et les cahiers des charges des nouvelles DSP. Donc le process continue comme convenu, avant mon départ, suivi de près par Vanina Borromée, qui bien sûr travaille d'arrache-pied, et nous aurons, et c'est la différence peut-être avec d'autres mandatures qui affichaient des choses en communication mais qui ne suivaient pas dans le fond, nous suivons dans le fond dans le dossier, et il y aura en 2019 donc des appels d'offres avec 2 CEMOP, avec bien sûr des DSP rattachés. En la matière. Mais pardonnez-moi, le trouble vient surtout du fait que les gens s'attendaient à des bateaux peints en blanc avec la tête de mort, une compagnie régionale, et que là, le mécano. Dès 2017. Je conçois. Dès 2017, et que là, le mécano mis en place, l'usine à gaz mise en place, personne n'y comprend rien. On a le sentiment que les bateaux, vous allez racheter 2 bateaux, c'est pas, hein, puisque c'était une promesse d'achat de 10 millions d'euros, 2 bateaux, qui en fin de compte vont revenir en termes d'exploitation à ceux qui vous les ont vendus. Non, pas absolument pas. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Pas du tout. Ça, c'est des supputations. Je comprends qu'en l'état des choses qui ne sont pas encore établies, on puisse supputer. Mais après, il y a la réalité des faits. La réalité des faits, c'est... Nous avons pris une situation dans le transport maritime, il y avait des grèves tous les 6 mois. Aujourd'hui, il n'y a plus de grève. Il y avait un préavis cette semaine qui a été levé. Oui, mais il n'y a pas de grève. La réalité des faits, c'est que les DSP... Le droit de grève n'est pas interdit. Absolument pas. C'est que nous avons créé les conditions d'un dialogue social et d'une solution économique et politique et juridique qui a, y compris, été du goût, même s'ils ne le disent pas, des intervenants sociaux sur le terrain des compagnies. Donc le deuxième niveau, c'est qu'on donnait 104 millions d'euros par an des compagnies maritimes marseillaises. Aujourd'hui, on n'en donne plus que 70. Les 34 millions d'euros par an sont réinvestis en Corse. Le troisième niveau, c'est qu'on a commencé à baisser les tarifs, y compris marchandises, avec le chiffre à l'export que je viens de donner, qui est incontestable. 50 millions d'euros en 2014, on passe à 100 millions d'euros en 2017, presque le double. On ne peut pas dire que la baisse des tarifs n'y est pas pour quelque chose. Et le dernier niveau, c'est que nous mettons en place un système juridique et politique de long terme qui va faire naître 2 sociétés économiques à objet prioritaire qui choisiront par appel d'offres les opérateurs privés. Et en étant dans l'exploitation et dans l'investissement, en faisant des bateaux, nous allons faire encore de nouvelles économies et nous allons être les garants, et il faudra que les prochaines mesures soient les garants de l'intérêt général de la Corse. Et nous sommes passés d'une gabégie, pour parler clairement, totalement au profit de Marseille. Je rappelle quand même qu'en termes d'investissement, on donnait 1,3 milliard d'euros à la seule SNCF. En quel délai les gens verront ces bateaux 2019. En 2019, la date c'est bien 2019, la DSP liée au CEMOP sera 2019-2029. Mais vous confirmez qu'il n'y aura pas une 5e compagnie qui va s'ajouter aux 4 compagnies existantes. Voilà. Les compagnies existantes sont des compagnies privées qui auront d'autres activités, et c'est un des acquis aussi de notre mandature, c'est qu'on a scindé ce qui est dans le service public, parce que je rappelle qu'avec le mélange entre la ligne du Maghreb et la ligne sur la Corse, en termes financiers. Donc il y aura un appel d'offres et les compagnies existantes... Les compagnies privées continueront leur activité sur les autres activités qui sont les leurs, et sur le service public de continuité, il y aura un appel d'offres où on choisira les opérateurs privés qui correspondra au DSP et au pacte d'actionnaires lié au CEMOP. Donc ce système est en cours de constitution juridique de manière très sérieuse. Il naîtra pour la période 2019-2029. Il n'y a pas de veto de Bruxelles. Et on fait attention à être dans les clous de la discussion avec Bruxelles. Alors avec Bruxelles, il y a des discussions réglementaires, il y a aussi des discussions d'interprétation. Je rappelle quand même que depuis 2 ans, les 2 délégations de service public transitoires n'ont pas été attaquées juridiquement. C'est la première fois. Donc un apaisement juridique, un apaisement social, une perspective stratégique, une baisse des tarifs et des résultats économiques qui commencent à pointer. C'est de bon augure pour la suite. Je rappelle quand même que dans le transport, il y a aussi le transport aérien où je maîtrise. Sur la question du rural, le schéma massif commence à être mis en œuvre. Il a été adopté en février 2017, donc ça ne fait pas 2 ans. Il a fallu d'abord réactiver le comité de massif, 2016, voter le schéma, voter le règlement des aides en octobre, donc un temps administratif incompressible. Et maintenant, depuis novembre, on met en place ces actions. Je ne conteste pas, mais on a l'impression que vous nous survendez certaines mesures parfois, comme ces 187 millions d'euros qui vont au comité de massif, et les résultats, on les attend toujours. Voilà. D'où la déception. Les résultats, il faut être juridiquement aussi sérieux. Les résultats, il y a un temps administratif, il y a un temps juridique, il y a un temps aussi de clarification à dire par des règlements des aides à qui on donne les aides et pourquoi. Il y a des commissions permanentes, il y a des comités de suivi technique, donc il y a un rythme et une régularité de long terme. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'humilité dans la communication ? Je ne sais pas s'il y a un manque d'humilité dans la communication.
je ne suis pas le mieux à même pour dire si nous sommes humbles ou pas, ce sont aux autres observateurs de le dire, aux Corses en particulier. En l'occurrence, on peut penser qu'ils l'ont quand même dit de manière éclatante lors de l'élection, mais encore une fois, même s'ils l'ont dit une fois, il faut être aussi sérieux et continuer le travail en ayant comme seul guide l'intérêt général de la Corse. Une dernière question sur les transports maritimes. On a vu les conditions météo la semaine dernière à Bastia, les difficultés d'accès au port. Est-ce qu'il faut à Bastia un nouveau port ? Il faut de toute hypothèse un nouveau port à Bastia, bien entendu. Comme il faut de toute hypothèse, en situation de maîtrise de l'ensemble des infrastructures portuaires, avoir une vision globale de l'ensemble des ports. Aujourd'hui, un des résultats d'ailleurs de la mandature, l'accalmie dans le transport maritime, c'est qu'il y a une croissance forte du transport marchandises, plus 8%, qui fait que par exemple, Bastia est engorgé et Uluru a une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, ce sont les choses qu'il faut étudier. Bien entendu, il faut un nouveau port à Bastia, en toute hypothèse. Il faudra que les études environnementales se déroulent. Il faudra avoir un débat sérieux économique sur le dimensionnement du port. Où est-ce qu'il faut qu'il se trouve? Ça, c'est un premier niveau. Mais il faut aussi un débat sur l'ensemble des ports du sud de la Corse, par exemple. Il y aura une évolution de la position de la majorité nationaliste. Il y a une étude à mettre en place. Une évolution, il y a une prise en compte du fait que la collectivité est aujourd'hui maître de l'ensemble des infrastructures portuaires et qu'il faut réorienter les flux, à la fois pour créer des économies, faire une économie efficiente et spécialiser les ports. Je rappelle qu'il y a l'ouverture à la Sardaigne qui est prévue et à la Toscane aussi. Donc tout cela est complémentaire. Peut-être une dernière question. Le 6 février, visite du président Emmanuel Macron en Corse. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Qu'il fende son armure girondine? Et qu'il y ait un temps mémoriel, c'est normal. On s'incline devant la douleur de la famille Erignac, comme on s'incline d'ailleurs devant la douleur de toutes les familles qui ont été touchées par le conflit corse. Je rappelle qu'il y a des militants nationalistes qui sont disparus aussi, qu'il n'y a pas de hiérarchie des morts à avoir. Mais il faut un temps politique. Et il ne faut pas mélanger le temps mémoriel et le temps politique. Il ne faut pas instrumentaliser non plus le temps mémoriel à des fins politiques pour faire des surenchères sur l'unicité de la République. Donc on espère qu'il y aura un temps mémoriel et un temps politique différent qui donne une perspective et de réconciliation et de solution politique globale. Effectivement, pour l'heure, nous n'y sommes pas encore. Eh bien, Jean-Félix Accoy, ce sera là votre conclusion. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Roger, Patrick, merci a voi. Contrastava e compio. Ci vedremo domenica prossimo con un altro invitato. Ci sarà il professore dell'Università di Corsica, Antoine Orsini. Intanto, buona settimana. Buonasera a tutti.